L'être qui émergea de l'obscurité en cette nuit étouffante de juillet 1994 me parla jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube se glissent au-dessus de la ligne de crête. Ce qu'il me révéla durant ces heures sur la trajectoire de la civilisation humaine me fit remettre en question chaque certitude que j'avais jamais eue sur le progrès, sur la communauté, sur ce que nous étions en train de devenir en tant qu'espèce. Au lever du jour, lorsque la créature se retira dans les anciennes cavités de la forêt des Appalaches, je compris avec une clarté terrible pourquoi il restait caché de nous. Ce n'était pas par peur d'être capturé ou étudié par la science, c'était parce qu'il nous avait observés pendant d'innombrables générations et avait été témoin de l'émergence de quelque chose dans notre évolution qui les effrayait bien plus que n'importe quelle arme ou cage de laboratoire. Je m'appelle Eleanor Dawson et durant l'été 1994, j'avais 51 ans. Je gérais une exploitation familiale d'environ 70 hectares dans les hautes terres reculées de la Virginie occidentale, une terre que ma famille travaillait depuis 4 générations. Mes journées suivaient les rythmes ancestraux des montagnes et des saisons. Je me levais avant le soleil pour m'occuper des vergers de pommiers et du bétail. Les après-midi étaient consacrés à la mise en conserve des produits du potager, à la réparation des clôtures le long des collines escarpées ou à l'entretien du matériel qui faisait tourner notre petite exploitation. Le soir, je consultais mes registres à la lueur d'une lampe et j'écoutais la radio grésiller les nouvelles d'un monde qui me semblait de plus en plus étranger. C'était un travail honnête, le genre de labeur qui vous use jusqu'à l'os mais qui laisse votre âme intacte. Mon mari, Robert, était décédé 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque qui l'avait emporté sans crier gare alors qu'il fendait du bois derrière la grange. Mes enfants, devenus adultes, s'étaient dispersés dans des villes lointaines, à la poursuite de carrières et d'opportunités que les montagnes ne pourraient jamais leur offrir, me laissant seul avec les vergers et ma chienne berger allemand, Lucie. Ce mois de juillet avait été impitoyable dans sa chaleur, avec des températures grimpant au-delà de 35 degrés jour après jour, sans aucun répit. Les pommiers souffraient malgré tous mes efforts d'arrosage, et la source qui avait abreuvé notre famille depuis des générations était plus basse que je ne l'avais jamais vue. Ma vieille camionnette Chevrolet reposait à côté de la grange, couverte de la poussière de cette sécheresse, et la radio dans la cuisine diffusait en boucle des bulletins sur les incendies de forêt qui faisaient rage dans les États de l'Ouest, et les sécheresses qui s'étendaient au cœur du pays. C'était un jeudi soir, vers 23 heures, lorsque je sentis pour la première fois que quelque chose n'allait pas. J'étais dans la grange pour vérifier les poules et m'assurer que les portes étaient bien fermées contre les renards, devenus plus audacieux ces derniers mois. Lucie était avec moi, comme toujours. Mais soudain elle se figea, les oreilles plaquées contre son crâne, un grognement sourd et profond montant de sa poitrine. Je posai le seau que je portais et m'agenouillai près d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» lui demandai-je doucement. Lucie ne regardait ni vers la maison, ni vers le chemin de gravier par où un visiteur aurait pu arriver. Elle fixait le verger, plus précisément la parcelle où les plus vieux pommiers bordèrent la forêt à la lisière nord de ma propriété. Ces arbres étaient presque centenaires, plantés par mon arrière-grand-mère, et formaient une sorte de frontière entre la terre cultivée et la nature sauvage, qui s'étendait sur des kilomètres dans les montagnes, au-delà. Je décrochai ma lourde lampe torche de son crochet près de la porte de la grange, le genre dont le corps en acier massif pouvait servir d'arme si nécessaire. Et je marchai lentement vers le verger. Lucie me suivit à contre-cœur, se pressant contre ma jambe, au lieu de courir devant comme elle le faisait d'habitude, lorsque nous parcourions la propriété ensemble. La première chose que je remarquai fut une odeur qui n'appartenait pas à mon paysage familier. Elle n'était pas désagréable, à proprement parler, mais distinctement sauvage, comme un mélange de terre humide et de pruche, mêlé à quelque chose de musqué que je ne pouvais pas tout à fait identifier,
quelque chose d'animal, mais qui ne ressemblait à aucun animal que je connaissais dans ces montagnes. Puis j'entendis un mouvement parmi les arbres, trop lourd et délibéré pour être un cerf ou un des ours noirs qui passaient parfois à la recherche de fruits tombés. Quelque chose de grand se déplaçait dans mon verger, et au son se déplaçait avec précaution, en essayant de ne pas être entendu. C'est une propriété privée, lançai-je, en gardant ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Montrez-vous, ou j'appelle la gendarmerie tout de suite. Le mouvement cessa. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence, hormis le grognement continu de Lucie et le son lointain des criquets chantant leurs airs d'été insouciants. Puis, lentement, les branches des vieux pommiers s'écartèrent et je le vis. Mon esprit luttait pour donner un sens à ce qui se tenait devant moi, en le forçant à entrer dans des catégories familières. Un ours debout sur ses pattes arrière, peut-être, ou une personne dans un costume élaboré, jouant une mauvaise blague à une veuve seule dans les montagnes, mais alors qu'il entrait pleinement dans le faisceau de ma lampe torche, il n'y avait plus de déni possible. Il mesurait peut-être 2,30 m, couvert d'un poil brun roux foncé, plus clair autour de son visage et sur sa large poitrine. Sa carrure était puissamment musclée, avec des épaules d'une largeur qui semblait impossible et des bras qui descendaient plus bas que ses genoux. Mais c'est son visage qui me laissa figé sur place, incapable de courir, incapable de crier. Ni tout à fait humain, ni tout à fait singe, mais quelque chose qui existait dans un espace entre ces catégories que mon éducation n'avait jamais reconnu. Une arcade sourcilière proéminente ombrageait des yeux profonds. Le nez était plat et large, et ses yeux, captant le faisceau de ma lampe et le renvoyant avec une lueur ambrée, m'étudiaient avec une intensité qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un animal dénué d'intelligence. Il y avait là de l'intelligence, une conscience, une évaluation. Il était en train de décider quoi faire de moi, tout comme j'essayais de décider quoi faire de lui. Lucie avait cessé de grogner et gémissait maintenant, se pressant fort contre ma jambe. C'était une chienne courageuse. Elle avait fait face à des coyotes et mis en fuite des ours noirs plus d'une fois. Mais elle savait instinctivement que ceci dépassait ses capacités. « Seigneur, ayez pitié !» murmurai-je, la lampe torche tremblant dans ma main. La créature inclina sa tête massive au son de ma voix, pas de manière menaçante, simplement curieuse. Puis, elle fit quelque chose qui me coupa le souffle. Elle leva une main énorme, paume tournée vers moi dans ce qui était sans équivoque un geste de paix, de salutation, d'absence d'intention hostile. Je restais là, une veuve d'âge mûr en salopette usée et en chemise de travail délavée, face à quelque chose dont tous les manuels scolaires disaient que ça ne pouvait pas exister, tandis que ma chienne gémissait et que les cigales de juillet bourdonnaient leurs refrains sans fin dans l'obscurité humide. Chaque instinct rationnel me disait de courir, de rentrer à la maison, de barricader les portes et d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais qui appellerais-je? Et que dirais-je? Que Bigfoot était dans mon verger de pommiers, que j'avais finalement perdu la tête à cause du chagrin et de l'isolement, exactement comme les gens en ville murmuraient que ça pourrait m'arriver. Au lieu de cela, guidé par un instinct que je ne pouvais nommer et que je n'essayais pas de comprendre, je levai lentement ma propre main en réponse, imitant le geste de la créature. Elle émit alors un son, grave et grondant, presque comme une parole, mais pas tout à fait. Il y avait des sons distincts à l'intérieur, des motifs délibérés. Elle essayait de communiquer avec moi. Et puis, à mon grand choc, elle produisit des sons qui étaient clairement une tentative d'imiter des mots anglais, rudes et fortement accentués par une anatomie vocale qui n'avait jamais été conçue pour la parole humaine, mais reconnaissable malgré tout. Pas faire mal, parler. Mes genoux faillirent mais se dérober sous moi. Elle n'était pas seulement intelligente, elle comprenait l'anglais, ou du moins assez pour établir une communication de base, et elle voulait me parler. « Vous voulez parler ?» demandai-je prudemment, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle hocha la tête, un hochement de tête réel et délibéré. Puis elle fit un geste vers le sol, suggérant que nous nous asseyions.
Elle proposait que nous ayons une conversation, cette créature de la nature sauvage des montagnes et moi, une fermière qui n'avait jamais voyagé plus loin que Charleston de toute sa vie. J'aurais dû refuser, j'aurais dû courir. Mais Robert avait toujours dit que ma curiosité me causerait de vrais ennuis un jour, et peut-être avait-il eu raison depuis le début. Je me retrouvais à m'asseoir lentement sur l'herbe, sous l'un des vieux pommiers, en gardant ma lampe torche inclinée pour fournir un peu de lumière, sans aveugler la créature, et en gardant Lucie près de moi. La créature s'assit également, pliant ses jambes massives sous elle d'une manière troublante d'humanité, à environ 5 mètres de moi, assez près pour parler, assez loin pour ne pas paraître menaçante. « Je m'appelle Eleanor », dis-je en touchant ma poitrine de ma main libre. « Eleanor Dawson ». La créature toucha sa propre large poitrine et émit un son. « Wakota. »« Wakota », répétai-je avec soin. « C'est votre nom ?» Elle hocha de nouveau la tête, puis désigna Lucie. « Chien. »« Oui, c'est un chien. » Elle s'appelle Lucie. Lucie. Le visage de la créature fit quelque chose qui aurait pu être l'équivalent d'un sourire. « Eleanor, Lucie. Bien. » Et c'est ainsi que commença la nuit la plus extraordinaire de mon existence sur cette terre. Ce qui avait débuté comme un simple échange de noms évolua en quelque chose de bien plus complexe que je n'aurais pu l'imaginer. L'anglais de Wakota était limité mais étonnamment fonctionnel, clairement appris après des années, peut-être des décennies, d'écoute des humains depuis des lieux cachés. Mon rôle devint principalement celui d'écouter, tandis que cet être de la forêt, ce mystère dont la science insistait qu'il ne pouvait être réel, partageait des observations sur l'humanité accumulées au cours de ce que j'allais apprendre être une vie extraordinairement longue. La conversation dura près de 5 heures, depuis cette première rencontre vers 23 heures jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir à l'approche de l'aube. Nous sommes restés assis là, dans l'herbe de mon verger, la fermière et l'habitant de la forêt, pendant que Wakota parlait un anglais approximatif, complété par des gestes, des sons et des dessins tracés dans la terre avec un doigt massif. Et ce qu'il me raconta, ce qu'il avait observé des êtres humains au cours d'innombrables saisons de surveillance cachée, brossa un tableau de notre espèce à la fois humble et terrifiant. Mais j'anticipe. Cette compréhension, cette connaissance terrible, est venue progressivement au cours de ces 5 heures. Cela a commencé par des choses plus simples. Les questions de Wakota sur moi, sur ma vie, sur la raison pour laquelle je vivais seul dans cet endroit reculé avec seulement une chienne pour compagnie. « Où famille ?» demanda-t-il, faisant un geste vers la ferme vide, visible au clair de lune, vers les vergers silencieux, vers l'absence d'autres êtres humains. « Parti, dis-je simplement. Mon mari est mort. Mes enfants vivent dans des villes lointaines maintenant. Ils ont leur propre vie à vivre. » Wakota émit un son qui traduisait quelque chose comme de la tristesse, de la compréhension. Seul, mauvais, humain plus seul maintenant. « Que voulez-vous dire par là ?» demandai-je. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Le partage d'observations qui allait occuper les heures restantes jusqu'à l'aube et changer ma compréhension du monde pour toujours. Wakota commença par poser des questions sur la terre elle-même, désignant mes vergers, le potager, la grange, les montagnes boisées au-delà. « Depuis combien de temps, toi, ici ?»« Je suis né ici, » expliquai-je. Mon arrière-grand-mère a acheté cette terre en 1912. Ma grand-mère l'a travaillée, puis ma mère, puis moi. Ma famille vit sur cette propriété depuis plus de 80 ans. La créature sembla traiter cette information, puis leva sa propre main, montrant ses doigts plusieurs fois dans un motif que je ne pus déchiffrer immédiatement. Moi ici plus, beaucoup plus, avant grand-mère de grand-mère. Je le dévisageais, essayant de comprendre ce qu'il me disait. « Vous êtes dans ces montagnes depuis plus de 80 ans. Quel âge avez-vous » Wakota fit un geste que j'interprétai comme une incertitude sur les chiffres exacts,
comme si compter les années n'était pas quelque chose que son peuple faisait de la même manière que les humains. Puis il traça des marques dans la terre, de nombreux cercles, de nombreuses saisons, très vieux, peut-être anciens selon les normes humaines, bien qu'il se déplaçât avec la fluidité de quelqu'un dans la force de l'âge. « Je regarde », continua-t-il tapotant près de ses yeux avec un doigt massif. Longtemps, regard humain changé, toujours changé. Son expression, si je la lisais correctement, semblait troublée par quelque chose. Changez plus vite maintenant. Mal plus vite. Que voulez-vous dire, mal plus vite? Wakota se leva et se dirigea vers le pommier le plus proche, passant une main énorme le long du tronc noueux que mon arrière-grand-mère avait planté. Avant, humain venir ici, prendre un peu, laisser plus. Forêt reste, animaux restent, équilibre. Il fit un geste large vers mes vergers, vers les champs défrichés au-delà. Maintenant, humain prendre tout, couper tous les arbres, planter une seule chose, tuer tout le reste, pas d'équilibre. Je me sentis sur la défensive malgré moi. C'est comme ça que l'agriculture fonctionne maintenant. Nous devons produire assez de nourriture pour nourrir les gens. Cela demande de l'efficacité, de l'organisation. Efficacité. Wakota répéta le mot maladroitement, comme si sa bouche n'était pas conçue pour de tels sons. Entendre ce mot, humain dire beaucoup maintenant. Efficacité, productivité, plus, plus, plus. Il se rassit lourdement et je remarquai pour la première fois à quel point il semblait las. Mais je regarde humain travailler plus dur, avoir plus de choses, mais heureux moins, seul plus, malade plus. L'observation me piqua au vif parce que je savais au fond de mon cœur que c'était vrai. Je pensais aux histoires de ma grand-mère sur le temps des récoltes, quand les voisins venaient de plusieurs kilomètres à la ronde, s'aidant les uns les autres à rentrer les cultures, partageant des repas, de la musique et des histoires qui duraient tard dans la nuit. Maintenant, je récoltais seul avec des machines, saluant de temps en temps des voisins lointains lorsque nous nous croisions sur les chemins de gravier. Les choses ont changé, admis-je doucement. Nous avons la technologie maintenant, des machines qui rendent le travail plus facile. Le ton de Wakota suggérait un profond scepticisme. Je te regarde, chaque jour, du matin au soir, tu travailles seul, ton mari mort, enfant parti, tu travailles et travailles. Il marqua une pause, ses yeux ambrés m'étudiant avec une intensité inconfortable. C'est plus facile, ça? Je n'avais pas de bonne réponse à cette question. Le silence s'étira entre nous, seulement comblé par le bruit des insectes nocturnes et les mouvements occasionnels de Lucie à mes côtés, qui gardait ses yeux méfiants fixés sur notre visiteur. « Dites-moi ce que vous avez vu, » dis-je finalement. « Vous nous observez depuis si longtemps. Qu'avez-vous observé chez les humains ?» Wakota s'installa dans une position qui suggérait que cela prendrait un temps considérable et commença ce qui allait devenir un discours de plusieurs heures sur le comportement humain tel qu'observé par un témoin caché qui avait étudié notre espèce plus longtemps que je ne pouvais vraiment le concevoir. Quand j'étais jeune, commença-t-il, humains différents, vivent en petits groupes, se connaissent, s'aident, anciens enseignent aux jeunes, jeunes s'occupent des anciens, comme mon peuple. Il fit un geste vers la forêt sombre derrière nous. Nous vivons longtemps, voyons beaucoup, beaucoup de saisons, anciens savent beaucoup, jeunes écoutent, apprennent. Mais humains changent, anciens maintenant. Il fit un geste de rejet, de mise à l'écart. Mis dans des bâtiments, loin de la famille. Jeunes n'apprennent pas des anciens, apprennent de... Il sembla chercher les mots justes, puis pointa vers ma ferme. De boîte, boîte à images. Vous voulez dire la télévision ? Dis-je. Télévision. Pas de vraies personnes. Images de personnes, voix d'étrangers. Je pensais à mes propres enfants, comment ils avaient grandi en regardant une télévision plus qu'en parlant à leurs grands-parents.
Comment je passais maintenant mes soirées avec la radio comme seule compagnie, écoutant des voix de lieux lointains plutôt que de m'asseoir avec les voisins comme ma grand-mère l'avait fait. Et maintenant, continua Wakota, je vois nouvelle chose, j'emporte petite boîte. Il fit un geste pour indiquer quelque chose de la taille des nouveaux téléphones portables qui devenaient plus courants, les beepers que certaines personnes en ville avaient à commencer à porter. Parle aux boîtes. Regarde les boîtes. Même quand avec autre personne, regarde les boîtes. Pas se regarder les uns les autres. J'avais vu cela aussi, bien que ce ne fût pas encore courant dans la Virginie occidentale rurale. Mais lors de mes rares voyages à Charleston pour des fournitures que je ne trouvais pas localement, j'avais remarqué des hommes d'affaires avec des téléphones de voiture collés à l'oreille, des adolescents au centre commercial penchés sur des consoles de jeux portables, la déconnexion croissante qui semblait exister même lorsque les gens étaient physiquement ensemble. Humains deviennent comme seuls même quand ensemble, dit Wakota, et il y avait une véritable tristesse dans sa voix. C'est nouveau, c'est mauvais. Mais nous sommes plus connectés que jamais, argumentai-je, bien que mon cœur n'y fût pas. Nous avons les téléphones, les fax, Internet commence à connecter les gens du monde entier. Connecté, Wakota répéta le mot, puis secoua lentement sa tête massive. « Je te vois, Eleanor, tu as un téléphone. Combien de fois tu appelles enfant ?» J'hésitais, ne voulant pas répondre honnêtement. Parfois, ils sont occupés avec leur propre vie. Tu seul, eux seuls, tout le monde seul, mais disent « connecté ». Il émit un son qui aurait pu être l'équivalent chez sa créature d'un rire amer et entendu. Les mots changent, mais moi je regarde, je vois la vérité. Au cours des 2 heures suivantes, Wakota partagea observation après observation, brossant un tableau de l'humanité qui devenait de plus en plus troublant à chaque nouveau détail. Il avait vu les familles devenir plus petites au fil des générations. Les communautés qui se réunissaient autrefois régulièrement s'étaient fragmentées en foyers isolés. Les gens déménageaient de plus en plus fréquemment, ne s'enracinant jamais, ne connaissant jamais leurs voisins. Il avait été témoin du déboisement des flancs de montagnes, de la construction de barrages et du détournement de rivières, de montagnes littéralement éventrées pour le charbon qu'elles contenaient. La destruction de l'environnement était stupéfiante, décrite à travers les yeux de celui qui l'avait vu se produire sur plusieurs décennies. Mais ce qui dérangeait le plus Wakota n'était pas la destruction physique. Il comprenait que les humains avaient besoin de ressources, besoin de survivre. Ce qui troublait cet être ancien était quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Les humains oublient comment être silencieux, dit-il, et il y avait du chagrin dans ses mots. Toujours du bruit maintenant, machines, musique, télévision, radio, toujours du bruit, jamais de silence, jamais écouté. Il tapota sa poitrine puis sa tête, l'intérieur, le cœur, l'esprit. Toujours du bruit dehors, alors jamais entendre dedans. Je réalisais que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais assise dans un silence complet. Même maintenant, seul à la ferme, j'avais toujours la radio allumée ou la télévision qui murmurait en fond sonore, n'importe quoi pour combler le silence que la mort de Robert avait laissé. Et oublie comment attendre, continua Wakota. Tout est rapide maintenant. Nourriture rapide, voiture rapide, tout rapide, pas de patience, pas d'observation, pas d'apprentissage lent. Il me regarda attentivement. Mon peuple, nous observons, nous attendons, nous apprenons lentement. Sur une longue durée, voyons les motifs, voyons ce qui est réel, ce qui est... Il chercha un mot. Temporaire. Humain maintenant voit seulement le temporaire. Seulement le maintenant. Ne voit pas les grands motifs, ne voit pas où ils vont. Il fit un geste vers la forêt sombre. Comme courir dans une forêt sombre. Vite, vite, pas voir la falaise devant. Quelle falaise ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi ne voulut pas connaître la réponse. Wakota resta silencieux un long moment, et quand il parla de nouveau, sa voix portait un poids qui me fit dresser les poils sur les bras malgré la nuit chaude.
Je vois les humains changer de mon vivant. Changement rapide. Autrefois, les humains vivaient avec le monde. Prenaient à la forêt, oui, mais redonnaient aussi. Connaissaient la forêt, connaissaient les animaux, connaissaient les plantes, savaient quand prendre, quand laisser tranquille, connaissaient l'équilibre. Mais maintenant, les humains vivent contre le monde, voient le monde comme un ennemi, une chose à contrôler, une chose à vaincre. Empoisonnent les insectes, empoisonnent les plantes, empoisonnent la terre pour faire pousser ce que vous voulez. Abattent la forêt parce que les arbres sont sur le chemin. Barrant la rivière parce que l'eau n'est pas au bon endroit. Il se pencha en avant, ses yeux ambrés reflétant le faisceau de ma lampe. Mais le monde n'est pas un ennemi, Éléonore. Le monde est la maison, la seule maison. Et les humains rendent la maison malade, rendent la maison empoisonnée, mais pensent encore. Nous sommes intelligents, nous contrôlons, nous réparerons plus tard. Plus tard. Il répéta le mot avec quelque chose qui ressemblait à du mépris. Toujours plus tard. Mais moi, je regarde depuis longtemps. Je sais. Plus tard arrive plus vite que les humains ne le pensent. Un frisson me parcourut malgré la nuit chaude. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous vu? Les étés plus chauds maintenant, dit Wakota. Pas seulement cet été. Chaque été, un peu plus chaud. Les hivers moins froids, moins de neige dans les montagnes. Les sources coulent moins. Il fit un geste vers la forêt. La forêt change. Les arbres meurent plus, les feux plus grands. Les animaux cherchent de l'eau, viennent plus près des humains. J'avais remarqué ces choses moi-même. Je les avais attribuées à des variations normales, à des cycles qui finiraient par s'inverser. Mais les entendre catalogués par un être qui avait observé ces montagnes depuis plus longtemps que ma famille n'existait, le motif devenait plus difficile à ignorer. « C'est ce que je vois », dit lentement Wakota. « Pas soudain, pas une seule grande chose, beaucoup de petites choses, qui s'additionnent, qui s'accumulent comme... » Il sembla chercher une analogie. « Comme l'eau derrière un barrage, petite fissure, puis plus grande fissure, puis... » Il fit un geste d'effondrement, de rupture catastrophique. Je vois ça dans le monde, beaucoup de petites fissures, dans le temps, dans la terre, dans l'eau, chez les animaux, et chez les humains aussi. Chez les humains? Oui. La voix de Wakota devint plus lourde. Les humains ont des fissures aussi. Plus de colère maintenant, plus de peur, plus de méfiance. Les gens avant n'étaient pas d'accord, mais parlaient quand même, travaillaient quand même ensemble, maintenant. Il secoua la tête. Maintenant, les gens ne sont pas d'accord et deviennent ennemis, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'écouter, ne peuvent pas travailler ensemble. Je pensais à la polarisation croissante dont j'avais été témoin, même dans notre petite communauté. La façon dont les discussions politiques étaient devenues des champs de mines. La façon dont des gens qui avaient été voisins pendant des décennies se regardaient maintenant avec suspicion pour des différends qui auraient autrefois semblé insignifiants. Et c'est ce qui effraie le plus mon peuple, continua Wakota. Pas le changement de temps, pas le poison, pas les forêts qui meurent, c'est mauvais, oui, mais les humains pourraient réparer, pourraient changer, pourraient s'adapter, si. Si quoi? Si les humains travaillent ensemble, si les humains se souviennent qu'ils sont une seule famille, tous connectés, tous ont besoin les uns des autres. Il se leva et arpenta lentement, sa forme massive se découpant sur les étoiles. Mais les humains oublient ça, oublient comment travailler ensemble, oublient comment faire confiance, oublient comment se sacrifier pour le groupe, ne pensent qu'à eux-mêmes maintenant, ma famille, ma tribu, mon pays. Ne voient pas que tous les humains sont une seule tribu, que le monde entier est une seule maison. La créature se tourna de nouveau vers moi. Quand la crise viendra, et la crise viendra.
Je la vois se construire. Quand la crise viendra, les humains auront besoin les uns des autres comme jamais auparavant. Besoin de travailler ensemble, de partager, de coopérer, de s'entraider pour eux survivre. Mais si les humains oublient comment faire ça, si les humains ne savent que se battre, que rivaliser, qu'être seuls, alors la crise détruira. Pas parce que la crise est trop grande, mais parce que les humains sont trop divisés, trop seuls, trop... Il chercha un mot. Brisé. Je restais assise avec cette pensée un long moment, sentant le poids de ce que Wakota décrivait. Une espèce au sommet de sa puissance technologique, plus capable que jamais de résoudre ses problèmes, mais perdant simultanément les liens sociaux et les instincts de coopération qui lui avaient permis de survivre et de prospérer pendant des millénaires. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je enfin. « Pourquoi me parler ? Pourquoi prendre ce risque ?» Wakota se rassit, et je sentis une grande lassitude dans sa posture. « Mon peuple, nous nous disputons à propos des humains. Toujours. Certains disent « humains trop dangereux. Restez cachés. Laissez les humains se détruire si c'est leur chemin. Pas notre problème. » Mais d'autres disent « le monde est notre maison aussi. Si les humains détruisent le monde, nous perdons notre maison aussi. Et certains humains sont différents. Certains humains peuvent apprendre, peuvent changer, peuvent se souvenir des anciennes manières. Peut-être que si nous aidons, si nous partageons ce que nous voyons, peut-être que ça aidera les humains à voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. » Il me regarda avec ses yeux ambrés qui contenaient une si ancienne intelligence. Je prends un risque en te parlant. Si mon peuple le savait, il serait en colère. Mais je suis vieux, j'observe depuis longtemps, et je pense, si je n'essaie pas d'aider et que les humains détruisent le monde, je regretterais de ne pas avoir essayé. Vous reverrai-je, lançai-je, alors qu'il se levait et commençait à se diriger vers la lisière de la forêt, le ciel montrant maintenant les premières touches de gris sur la crête orientale. Wakota s'arrêta à la lisière des arbres. Peut-être, peut-être pas, mais, Éléanore, souviens-toi de ce que je dis. Dis-le aux autres qui écouteront. Les humains doivent ralentir, être silencieux, écouter le monde, s'écouter les uns les autres. Doivent se souvenir. Vous êtes tous connectés, tous une seule famille. Ce qui blesse l'un, blesse tous. Et puis il disparut, s'évanouissant dans la forêt aussi silencieusement qu'il était venu, me laissant assise sous le pommier de mon arrière-grand-mère, alors que le soleil se levait sur un monde qui semblait soudain bien plus fragile et bien plus précieux qu'il ne l'était la veille. Je n'ai pas dormi ce jour-là. Comment aurais-je pu ? Je suis restée assise sur mon porche, tandis que le soleil grimpait au-dessus des montagnes, buvant un café qui avait refroidi depuis longtemps, avec Lucie à mes pieds et mon esprit rejouant chaque mot, chaque geste de ces 5 heures avant l'aube. La partie rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait que c'était un rêve, une hallucination due à l'épuisement, n'importe quoi d'autre que ce que je savais au plus profond de moi que c'était. Une vraie conversation avec un être qui n'était pas censé exister, partageant des observations que je ne pouvais ignorer, peu importe mes efforts. Dans l'après-midi, j'avais pris une décision. Je suis allé dans ce qui avait été le bureau de Robert, une petite pièce où il gardait des livres surtout, des techniques agricoles à la philosophie, en passant par l'histoire naturelle. Robert était un lecteur, il avait toujours le nez dans un livre, apprenant toujours quelque chose de nouveau. Je l'avais taquiné à ce sujet de son vivant, disant que toutes ses connaissances livresques n'aidaient pas beaucoup pour le travail pratique de la gestion d'une ferme. Maintenant, je regrettais de ne pas avoir écouté plus attentivement ce qu'il avait essayé de partager avec moi. Je trouvais un vieux carnet que Robert avait utilisé pour la planification de la ferme, avec des pages vierges à la fin, et je commençais à écrire tout ce dont je pouvais me souvenir de ma conversation avec Wakota. Chaque observation que la créature avait faite
Chaque avertissement, chaque aperçu des schémas dont il avait été témoin au cours de sa longue existence. Ma main se crispa au bout d'une heure, mais je continuais à écrire, terrifié à l'idée d'oublier des détails qui semblaient importants. Quand j'eus fini, j'avais 15 pages de notes qui se lisaient comme les divagations de quelqu'un qui avait perdu le contact avec la réalité. Je pouvais m'imaginer les montrer à n'importe qui, mes enfants, mes voisins, le pasteur de l'église que je ne fréquentais plus que rarement, et regarder leurs expressions passer de l'inquiétude à la pitié. « Maman a finalement craqué », dirait ma fille à mon fils. Vivre seul là-haut dans ces montagnes l'a eu. Mais je savais ce que j'avais vécu. La question était, qu'étais-je censé faire de cette connaissance? Pendant les jours qui suivirent, j'essayais de reprendre mes routines habituelles. Je travaillais dans le verger, m'occupais du jardin, fis toutes les tâches habituelles qui maintenaient la ferme en activité. Mais tout semblait différent maintenant, vu à travers un nouveau prisme. Quand je regardais les champs défrichés où se trouvait autrefois la forêt, je les voyais comme Wakota les avait décrits, des écosystèmes détruits au nom de l'efficacité. Quand j'allumais la radio pour avoir de la compagnie le soir, j'entendais les mots de la créature résonner dans mon esprit. Toujours du bruit, jamais de silence, jamais écouter l'intérieur. Le 5e jour, après la rencontre, je suis allé en ville pour acheter des fournitures à la quincaillerie. Là-bas, je suis tombé sur Martha Patterson, qui possédait une ferme à environ 10 km en bas de la route de la vallée. Nous nous connaissions depuis près de 30 ans, bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches. Juste des saluts de la main quand nous croisions sur la route, une aide occasionnelle lors d'urgences, comme la grande tempête de verglas 3 hivers auparavant. Eleanor me salua-t-elle au comptoir où elle chargeait des sacs de nourriture pour animaux sur un chariot. « Comment vont ces pommiers avec cette chaleur ?»« Ils souffrent, admis-je. J'ai arrosé plus que d'habitude. J'ai perdu certains des plus vieux arbres le mois dernier. C'est pareil partout, dit-elle en secouant la tête. Ma source coule plus bas que je ne l'ai jamais vue. J'ai dû forer un nouveau puits le mois dernier et j'ai dû aller bien plus profond que l'ancien. Quelque chose change avec la nappe phréatique par ici. Je pensais aux mots de Wakota. Les sources coulent moins, les montagnes s'assèchent, les animaux cherchent de l'eau. Martha, dis-je prudemment, vous avez déjà pensé à faire les choses différemment, peut-être cultiver d'autres plantes, réduire les produits chimiques, laisser une partie des terres retourner à l'état naturel. Elle me regarda comme si j'avais suggéré de mettre le feu à de l'argent. On ne peut pas gagner sa vie comme ça, Eleanor. Les marges sont déjà minces comme du papier. Il faut une production maximale de chaque hectare juste pour rester à flot. Elle fit une pause, étudiant mon visage avec inquiétude. Je sais que ça a été dur depuis le décès de Robert. Vous êtes sûr que ça va toute seule là-haut? Certaines personnes en ville disent qu'elles s'inquiètent pour vous. Voilà encore. La supposition que remettre en question nos méthodes signifiait que quelque chose n'allait pas chez moi personnellement, et non dans les systèmes eux-mêmes. Je suis rentré chez moi en me sentant plus isolé qu'auparavant. À qui pouvais-je parler? Qui écouterait? Ce soir-là, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de Robert. Je suis allé dans sa bibliothèque et j'ai commencé à sortir des livres des étagères, cherchant quelque chose sans savoir quoi. Sciences de l'environnement, sagesse amérindienne, pensée systémique, organisation communautaire. Robert avait collectionné des livres sur tout cela, convaincu que pour comprendre le monde, il fallait le regarder sous de nombreux angles différents. J'avais pensé que c'était peu pratique, abstrait, déconnecté du vrai travail de la ferme. Maintenant, avec les observations de Wakota résonnant dans mon esprit, je me demandais si Robert n'avait pas vu quelque chose à quoi j'avais été aveugle tout ce temps. Un livre m'arrêta. Printemps silencieux, de Rachel Carson, publié en 1962. Robert en avait parlé.
de la façon dont il avait changé sa façon de penser aux pesticides et aux produits chimiques, mais j'avais balayé ses inquiétudes. C'était il y a 30 ans, avais-je dit. L'agriculture est différente maintenant, plus sûre, plus scientifique. Je l'ai lu cette nuit-là d'une traite, et à chaque page, je sentais la présence de Wakota, ses observations faisant écho aux avertissements de Carson, l'interconnexion des systèmes, les conséquences imprévues de nos tentatives de contrôler la nature. L'arrogance de croire que nous pouvions gérer des écosystèmes sans subir les répercussions de notre ignorance. À 2 heures du matin, je lisais un autre livre de la collection de Robert, The Unsettling of America, de Wendell Berry, publié en 1977. Berry écrivait sur l'agriculture industrielle comme une forme de violence contre la terre et contre les communautés rurales. Il écrivait sur la façon dont l'efficacité et le profit avaient remplacé l'intendance et le soin. Il écrivait sur la perte de la communauté, l'isolement de l'agriculture moderne, la destruction de la culture rurale qui avait soutenu des familles pendant des générations. Tout ce que Wakota avait observé, ses auteurs l'avaient documenté des décennies auparavant. Mais ils avaient été considérés comme des alarmistes, des pessimistes, des obstacles au progrès. Tout comme je serais rejeté si j'essayais de partager ce que j'avais appris. À moins que... Une idée commença à se former dans mon esprit. Et si je ne prétendais pas avoir parlé avec un Bigfoot, et si je partageais simplement les observations elles-mêmes, présentées comme mes propres conclusions tirées d'une vie passée sur cette terre? J'avais travaillé cette ferme pendant plus de 50 ans. J'avais vu des changements que d'autres étaient trop jeunes ou trop distraits pour remarquer. J'avais une crédibilité, du moins localement. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose que je faisais rarement. Je suis allé à l'église. La petite congrégation baptiste de la ville où j'avais été baptisé enfant, où Robert et moi nous étions mariés, où je n'avais pas mis les pieds depuis ses funérailles. Le révérend Thompson fit un sermon sur l'intendance, sur le fait que les humains sont les gardiens de la création de Dieu, pas ses exploiteurs. Et pendant le moment de convivialité qui a suivi, je l'ai approché. « Révérend, dis-je doucement, j'aimerais vous parler de quelque chose, de ce que nous faisons à la terre, à nos communautés, de ce que nous sommes en train de perdre. » Thompson avait la soixantaine. Il était pasteur de cette congrégation depuis plus de 20 ans. Il connaissait tout le monde dans la région et leurs grands-parents avant eux. Il écouta tandis que je partageais mes inquiétudes sur l'isolement croissant, la perte des liens communautaires, la dégradation de l'environnement dont j'étais témoin sur mes propres terres et dans toute la région. Je suis resté vague, présentant cela comme des observations personnelles, rien sur des conversations de minuit avec des créatures de la forêt. « On dirait que vous avez lu du Wendell Berry, » dit-il avec un sourire entendu. « En fait, oui, les livres de mon défunt mari. » Robert était un homme réfléchi, dit Thompson en sirotant son café. « Que proposez-vous exactement, Eleanor ? » Peut-être un groupe de discussion, dis-je. Des gens des communautés agricoles d'ici qui parleraient honnêtement de ces problèmes, partageant leurs préoccupations, réfléchissant ensemble à différentes approches. Thompson réfléchit un long moment. Vous seriez surprise du nombre de personnes qui partagent ces inquiétudes, mais qui ont l'impression de ne pas pouvoir les exprimer, dit-il finalement. Tout le monde a peur d'être perçu comme faible, comme quelqu'un qui baisse les bras ou qui n'est pas un vrai fermier. Il hocha lentement la tête. Je pense que c'est une bonne idée. Nous pourrions l'organiser ici à l'église, en faire un forum communautaire, un endroit où les gens se sentent en sécurité pour parler honnêtement. Et c'est ainsi que tout a commencé. 3 semaines plus tard, un mardi soir début août, 18 personnes se sont réunies dans la salle paroissiale de l'église. Des agriculteurs pour la plupart, mais aussi quelques habitants de la ville, un enseignant à la retraite, la femme qui tenait le magasin d'aliments pour animaux, le jeune couple qui avait récemment repris la quincaillerie de son père. Je m'attendais à peut-être 5 ou 6 personnes. La participation m'a prise au dépourvu.
J'ai commencé par partager mes observations, soigneusement présentées comme n'étant rien de plus que ce dont j'avais été témoin au cours de ma vie sur cette terre. La baisse des nappes phréatiques, l'utilisation accrue de produits chimiques malgré des problèmes de parasites persistants, la solitude de l'agriculture moderne, des communautés qui se fragmentent à mesure que les jeunes partent et que les liens entre voisins s'amenuisent d'année en année. À ma grande surprise, d'autres ont immédiatement enchaîné avec leurs propres expériences. Tom Chen, qui dirigeait une petite exploitation bovine à 2 vallées de là, a parlé de l'épuisement des sols sur ces terres, de la quantité d'engrais supplémentaires nécessaires maintenant par rapport à il y a 20 ans pour obtenir les mêmes résultats. James Bridger, un producteur de tabac dont la famille travaillait ces montagnes depuis 5 générations, a mentionné la dette écrasante qui étranglait les petites fermes. Comment ils étaient tous sur un tapis roulant d'équipements plus gros et de rendements plus élevés, juste pour rester à flot avec les remboursements bancaires. Sarah Thompson, la femme du pasteur qui avait été infirmière avant de prendre sa retraite, a parlé des problèmes de santé mentale dont elle avait été témoin parmi les familles d'agriculteurs, de l'isolement et de la dépression qui semblèrent se propager dans les communautés rurales comme une épidémie silencieuse. C'est comme si nous courions tous de plus en plus vite sans aller nulle part, a dit James. Et la lassitude dans sa voix était quelque chose que tout le monde dans cette pièce reconnaissait. Et nous ne pouvons pas en parler, parce qu'admettre que nous luttons, c'est admettre que nous échouons. La réunion a duré 3 heures. À la fin, nous avions convenu de nous réunir tous les mois pour partager non seulement nos préoccupations, mais aussi des solutions potentielles, de petits changements, des approches expérimentales, des réseaux de soutien pour les familles traversant des moments difficiles. En marchant vers ma camionnette sur le parking en gravier après la réunion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Robert. De l'espoir. Pas un optimisme naïf, mais le genre d'espoir qui vient lorsque les gens reconnaissent ensemble des vérités difficiles et refusent de prétendre que tout va bien, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Martha Patterson m'a rattrapé avant que j'atteigne mon véhicule. « Eleanor, je dois avouer que je pensais que ça allait être une sorte de délire de baba cool, dit-elle. Mais ce que vous avez dit sur le sol, sur la nappe phréatique, je m'inquiétais aussi de ces choses. Je ne voulais juste pas l'admettre à voix haute. Personne ne veut l'admettre, dis-je. Mais je pense que nous devons le faire, pour notre propre bien et pour ce que nous laissons à la prochaine génération. » Elle hocha lentement la tête, son visage buriné pensif dans la faible lumière du parking. « Mon fils ne veut pas de la ferme. Je vous l'ai dit, il ne veut rien savoir de l'agriculture. Il dit qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Parfois, je me demande s'il ne voit pas quelque chose que nous sommes trop têtus pour regarder. Je pensais aux mots de Wakota. Les jeunes n'apprennent plus des anciens. Peut-être que nous devons apprendre d'eux aussi, dis-je. Demandez-lui ce qu'il voit qui nous échappe. Cette nuit-là, allongé dans mon lit avec Lucie blottie à mes pieds, j'ai pensé à ma conversation avec Wakota et à la réunion de ce soir. Je faisais ce que la créature avait demandé. Je partageais des observations. J'encourageais les gens à regarder les schémas. Je remettais en question la direction que nous prenions. Mais je le faisais avec précaution, traduisant une sagesse ancienne dans un langage que ma communauté pouvait entendre et accepter. Une semaine plus tard, j'ai trouvé la preuve que Wakota observait toujours. En longeant la clôture à la lisière de la forêt de ma propriété au crépuscule, vérifiant les dégâts d'une tempête qui était passée la nuit précédente, j'ai trouvé un petit tas de pierres délibérément placées d'une manière que la nature seule ne produirait jamais. À côté se trouvait un morceau de bois sculpté montrant une image simple. Plusieurs figures humaines debout ensemble dans un cercle. Un message, une approbation, un encouragement à continuer. J'ai ramassé la sculpture et l'ai rapportée à la maison, la plaçant sur ma cheminée à côté d'une photographie de Robert. 2 sources de sagesse, 2 rappels de ce qui comptait, la connexion, la communauté, prendre soin de ce qui nous avait été donné au lieu de simplement prendre ce que nous pouvions obtenir.
Les réunions mensuelles se sont poursuivies tout au long de cet automne et de l'hiver. De plus en plus de gens sont venus à mesure que le bouche à oreille se répandait dans les communautés montagnardes. Nous avons commencé à partager des informations pratiques, des techniques de culture de couverture dont certains des agriculteurs plus âgés se souvenaient des pratiques de leurs grands-parents. Des méthodes de travail réduites du sol qui pouvaient économiser du carburant et protéger la structure du sol. Des moyens de se diversifier au-delà des monocultures qui laissaient tout le monde vulnérable à des points de défaillance uniques. Nous avons parlé de santé mentale, de l'importance de prendre des nouvelles des voisins, de créer des réseaux de soutien pour les familles traversant des moments difficiles. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était quelque chose, de petits changements. Une petite résistance à la marée plus grande contre laquelle Wakota avait mis en garde, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Les schémas plus larges, le changement climatique, l'épuisement des ressources, la fragmentation de la société, ce n'étaient pas des choses qu'une poignée d'agriculteurs de Virginie occidentale pouvait résoudre. Cela nécessitait des changements plus importants, une prise de conscience plus large. Et pourtant, je pensais à quelque chose que Wakota avait dit pendant notre conversation. Si je n'essaie pas d'aider, je regretterais de ne pas avoir essayé. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que faire ce que l'on pouvait, là où l'on était, avec ce que l'on avait, était tout ce que l'on pouvait faire. Peut-être que c'était ça, la véritable intendance. Pas de grands gestes, mais des choix quotidiens de prendre soin au lieu d'exploiter, de se connecter au lieu de s'isoler, de ralentir au lieu d'accélérer vers la falaise que Wakota avait décrite. Les réunions communautaires se tenaient depuis 3 mois, lorsque les choses prirent une tournure inattendue. Ce qui avait commencé avec 18 agriculteurs et habitants de la ville inquiets était devenu un groupe de près de 50 participants réguliers. Nous avions déménagé de la salle paroissiale de l'église au centre communautaire pour accueillir tout le monde. Les gens venaient en voiture des comtés voisins, ayant entendu par le bouche à oreille parler d'un groupe qui discutait réellement et honnêtement des défis auxquels sont confrontés l'agriculture rurale et les communautés montagnardes. Mais la croissance attira l'attention, et pas toujours la bienvenue. J'étais en ville, au magasin d'aliments pour animaux, lorsque j'ai rencontré la première opposition. Frank Morrison, un grand producteur de tabac qui gérait des exploitations sur 2 comtés et avait des parts dans la banque locale, m'a coincé près de la porte d'entrée. « J'ai entendu parler de vos petites réunions, Eleanor, » dit-il, son ton indiquant clairement que ce n'était pas un compliment. « Beaucoup de discussions sur le durable par-ci, le bio par-là. Vous savez ce que ça sonne pour le reste d'entre nous? Ça sonne comme un abandon, comme un retour en arrière. » Il s'agit de penser à long terme, Frank, à ce que nous laissons à la prochaine génération. La prochaine génération a besoin de fermes rentables, pas de communes hippies qui cultivent des germes de soja. Il se pencha plus près, et je pus sentir l'odeur de whisky sur son haleine, bien qu'il fût à peine midi. Vous semez le doute, vous minez la confiance, vous faites penser aux jeunes agriculteurs qu'ils devraient peut-être abandonner. Allez travailler en ville, c'est ça que vous voulez? Je veux que les gens aient des conversations honnêtes sur de vrais problèmes, dis-je calmement, refusant d'être intimidé, sur l'épuisement des sols, la pénurie d'eau, la dépendance aux produits chimiques, le fardeau de la dette qui écrase tout le monde. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des défis avec des solutions, de meilleurs produits chimiques, de meilleures semences, une meilleure technologie. Ça a toujours été la réponse, et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Frank pointa un doigt vers moi. Votre mari lisait trop de livres. Il vous a rempli la tête de bêtises. Et maintenant, vous les propagez. Rendez-nous service à tous et gardez vos prêches apocalyptiques pour vous. Il sortit d'un pas lourd, me laissant là, tandis que les autres clients faisaient semblant de ne pas avoir entendu la confrontation. Mais je pouvais sentir leur regard, leur incertitude sur le camp à choisir. Dans les communautés rurales, aller à contre-courant vous marquait comme un étranger, une menace potentielle pour l'ordre établi dont tout le monde dépendait.
Ce soir-là, je me suis rendu à la lisière de la forêt où j'avais rencontré Wakota pour la première fois, en portant une lampe torche et une chaise pliante. Je l'avais fait plusieurs fois depuis notre conversation, m'asseyant en silence, espérant une autre rencontre, mais sans jamais vraiment m'y attendre. La créature avait clairement indiqué que le contact était dangereux pour son peuple, que même notre conversation de 5 heures avait été un risque important. Mais ce soir, alors que je m'installais dans la chaise et éteignais ma lampe, je me sentis observé. Pas de manière menaçante, juste observé. Je suis resté assise dans l'obscurité pendant peut-être 20 minutes, écoutant le vent d'octobre bruire dans les feuilles changeantes, regardant les étoiles apparaître dans le crépuscule qui s'assombrissait. Puis, j'ai entendu un son. Ce grondement sourd qui était distinctement la vocalisation de Wakota. Je me suis tourné lentement et j'ai vu une silhouette massive à la lisière des arbres, à peine visible à la lumière des étoiles. « J'espérais que vous reviendriez, » dis-je doucement. Wakota s'approcha mais resta debout cette fois, ne prévoyant manifestement pas une longue conversation. « Et tu fais ce que j'ai dit, tu fais parler les humains ensemble, bien. » Certains humains n'aiment pas ça, admis-je. Ils pensent que je sème le trouble, que je sape le système. Système. Le ton de la créature suggérait du mépris. Les humains parlent toujours de système, système économique, système agricole, système politique, mais le système est une chose que les humains ont fabriquée, pas naturelle. On peut changer le système, mais les humains disent on ne peut pas changer. Le système est le système. Il fit un geste de frustration. Mon peuple n'a pas de système, a une façon de vivre, une façon qui peut changer quand le monde change, flexible. Les humains font un système rigide, puis le monde change, mais les humains disent qu'on ne peut pas changer le système. Alors, le système se brise, et les humains se brisent avec lui. Je pensais à la colère de Frank Morrison, à l'adhésion rigide à l'agriculture industrielle, alors même que les preuves s'accumulaient qu'elle n'était pas durable. « Comment changer ?» demandai-je. « Si le système punit ceux qui essaient de faire les choses différemment. »« C'est un test, » dit Wakota. « Un test de courage, facile de suivre, difficile de mener, difficile d'essayer une nouvelle voie quand tout le monde dit que l'ancienne est la seule voie. » Il se rapprocha, et je pus voir ses yeux refléter la lumière ambiante. « Mais Eleanor, tu dois comprendre, le temps est court, le changement arrive plus vite maintenant. Le temps plus extrême, l'eau plus rare, le sol plus mort. Si les humains ne changent pas bientôt, le monde forcera le changement, et le changement forcé est violent, douloureux. Que puis-je faire? Je suis une seule personne, une petite agricultrice en Virginie occidentale. Les problèmes que vous décrivez sont mondiaux. Chaque humain dit ça. Je suis petit. Que puis-je faire? » Il fit une pause, puis fit un geste large vers la forêt, les étoiles, le vaste paysage qui nous entourait. « Mais le monde est fait de petites choses. Chaque arbre dans la forêt est un arbre. Chaque goutte dans la rivière est une goutte. Mais ensemble. » Il écarta ses bras massifs. « Ensemble, c'est une forêt. Ensemble, c'est une rivière. Si chaque humain dit « je suis trop petit », alors rien ne change. Mais si de nombreux humains, chacun faisant de petites choses, choisissent une voie différente. » Il laissa sa pensée en suspens. Nous restâmes en silence un long moment. Puis Wakota dit quelque chose qui me glaça le sang. « Eleanor, tu dois te préparer. Les prochaines années, les changements vont s'accélérer. Les étés plus chauds, les incendies plus grands, les tempêtes plus fortes. Certains humains verront, comprendront. Beaucoup ne verront pas. Diront que c'est juste de la malchance, juste temporaire. Tu dois être la voix qui dit « c'est un schéma, c'est un avertissement », même quand les autres ne veulent pas entendre. « Vous parlez du changement climatique, » dis-je. « Les scientifiques nous avertissent, mais la plupart des gens pensent que c'est exagéré, quelque chose qui ne nous affectera pas avant des décennies. » « Déjà en train d'affecter, » interrompit Wakota. « Je le vois, chaque saison, de petits changements. Qui s'additionne? Dans 5 ans,
10 ans. Tout le monde verra. Mais alors, peut-être trop tard pour un changement en douceur. Seul le changement violent restera. Il commença à reculer vers la forêt. Continue de parler aux humains. Continue de construire la communauté. Quand les temps difficiles viendront, et ils viendront, les humains auront besoin de la communauté, besoin de se souvenir comment s'entraider, comment partager, comment travailler ensemble. C'est la chose la plus importante. La technologie ne peut pas sauver les humains si les humains ne peuvent pas travailler ensemble. Vous reverrai-je ? Lançai-je alors qu'il atteignait la lisière des arbres. Wakota s'arrêta. Peut-être, peut-être pas, mais je regarde toujours. Quand tu te sens seul, souviens-toi, tu n'es pas seul. Je regarde, mon peuple regarde. Nous voyons les humains qui essaient de faire ce qui est juste. Nous, il sembla chercher ses mots. Nous espérons pour vous. Espérons que vous réussirez, parce que si les humains détruisent le monde, nous perdons notre maison aussi. Tous connectés, tous une seule famille, même si nous sommes des espèces différentes. Et puis il disparut, se fondant dans l'obscurité de la forêt. Je suis resté assise là longtemps après, digérant ce qui ressemblait à un adieu. Peut-être que Wakota avait pris tous les risques qu'il pouvait justifier. Peut-être que nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Mais ces mots résonnaient dans mon esprit. Tu n'es pas seul, nous espérons pour vous. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait définir le reste de ma vie. J'ai commencé à transformer mon exploitation agricole, utilisant mes propres terres comme un projet de démonstration des principes que Wakota et les livres m'avaient enseignés. J'ai réduit d'un tiers ma superficie cultivée, laissant cette terre retourner à l'état de prairie indigène, avec des fleurs sauvages et des herbes qui poussaient dans ces montagnes avant la colonisation européenne. J'ai cessé d'utiliser la plupart des pesticides, acceptant d'avoir des rendements plus faibles, mais un sol plus sain. J'ai planté des haies et créé un habitat pour les oiseaux et les insectes bénéfiques le long des limites entre les champs. Mes voisins pensaient que j'avais perdu la tête. Mon banquier a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la productivité et au remboursement de prêts. Mais j'ai persisté, documentant tout, mesurant la santé du sol, suivant la rétention d'eau, observant la faune qui commençait à revenir. Au printemps suivant, quelque chose de remarquable se produisait. Oui, mon rendement en pommes par arbre avait quelque peu diminué. Mais mes coûts de production avaient considérablement chuté. Moins d'engrais, moins de pesticides, moins de carburant pour les équipements que je n'avais plus besoin de faire fonctionner. Et la section de prairie que j'avais restaurée m'apprenait des choses que j'avais oubliées. Des choses que mon arrière-grand-mère aurait pu connaître, mais que l'agriculture industrielle avait effacées de notre mémoire collective. Combien d'espèces de plantes indigènes avaient autrefois poussé sur ce flanc de montagne? Comment elles soutenaient des réseaux complexes d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères? Comment elles retenaient le sol contre l'érosion et captaient l'eau d'une manière que mes vergers en monoculture ne pourraient jamais faire? J'ai commencé à organiser des visites de la ferme, montrant aux autres agriculteurs ce que je faisais, sans prêcher, juste en montrant. Certains ont rejeté cela comme les expériences insensées d'une veuve en deuil qui avait trop de temps libre. Mais d'autres, en particulier les jeunes agriculteurs aux prises avec des dettes et des préoccupations environnementales, y ont vu des possibilités. Les réunions communautaires ont également évolué. Nous avons créé une grainothèque, préservant des variétés de pommes et de légumes du patrimoine qui ne dépendaient pas des intrants chimiques. Nous avons organisé des partages de travail, nous aidant les uns les autres pour des projets qui semblaient insurmontables lorsqu'on y faisait face seul. Nous avons créé un réseau de soutien en santé mentale, reconnaissant la dépression et l'anxiété que l'isolement rural favorisait, mettant les gens en contact avec des ressources et les uns avec les autres. Sarah Thompson, l'infirmière à la retraite, a commencé à documenter notre histoire locale.
interviewant les anciens sur les pratiques agricoles d'il y a des décennies avant que l'agriculture industrielle ne domine ces montagnes. Ce qui en est ressorti est un riche répertoire de connaissances sur les techniques résistantes à la sécheresse, la gestion des parasites sans produits chimiques, les systèmes d'entraide communautaire qui avaient été oubliés dans la course à la modernisation. Un soir de fin mai 1995, près d'un an après ma première conversation avec Wakota, je travaillais dans la section de prairies restaurées de ma propriété, identifiant des plantes et enregistrant des observations dans un carnet. Le coucher de soleil était spectaculaire, peignant les crêtes des montagnes en orange et en violet, et l'air était rempli du son des oiseaux et des insectes qui avaient été absents de ma ferme pendant des années. Je l'ai senti avant de le voir. Ce sentiment d'être observé, je me suis tourné lentement, et là, à la lisière de la forêt, se tenait Wakota, en contre-jour du soleil couchant. Mais il n'était pas seul. Deux silhouettes plus petites se tenaient avec lui. Des jeunes, peut-être, ou de jeunes adultes de son espèce. Il me montrait à son propre peuple, démontrant que tous les humains n'étaient pas des menaces. J'ai levé la main en guise de salut. Les trois silhouettes ont levé la main en réponse, puis elles ont disparu, se fondant à nouveau dans les ombres de la forêt. Mais le message était clair. Mes efforts avaient été vus, reconnus, approuvés. Je n'étais plus seulement Eleanor Dawson, une veuve luttant seule pour gérer une ferme dans les montagnes. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, un pont entre les espèces, entre la sagesse ancienne et une nouvelle compréhension, entre le monde qui mourait et le monde qui pourrait encore être sauvé. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal des mots auxquels je reviendrai de nombreuses fois dans les années qui ont suivi. Un être qui n'est soi-disant pas censé exister m'a montré plus de vérité sur la condition humaine en 5 heures que la plupart des gens n'en apprennent en une vie. Il m'a appris que le vrai courage n'est pas de s'opposer au mal évident, c'est de s'opposer à ce qui est confortable et rentable quand on sait que c'est mal. C'est de choisir la survie à long terme plutôt que le gain à court terme. C'est de construire une communauté quand l'isolement est plus facile. C'est planter des arbres dont on ne goûtera jamais les fruits. Je ne savais pas alors que ces mots seraient un jour lus par mes petits-enfants, dans un monde qui avait en effet changé de la manière que Wakota avait prédite. Certains changements terribles, d'autres porteurs d'espoir. Tous exigeant le genre d'adaptabilité et de communauté que cet être ancien avait essayé de m'enseigner.